1, 2, 3, c'est parti! Bonjour, moi c'est Emma, bienvenue sur Tricolibri. Aujourd'hui nous sommes le 31 mars, dernier jour de mars, et je viens ouvrir un premier tiroir sur un de ces podcasts fleuves au sujet du tricot que j'ai l'habitude de vous proposer. Maintenant, depuis un petit moment, je fais ça par tiroir, comme ça vous voyez un peu l'avancée de mes ouvrages en tricot, et puis ça me laisse un peu de temps pour rentrer dans les détails, vous raconter tout, sans trop cavaler. Alors, pour ce podcast aujourd'hui, je tiens à faire une introduction un peu longue, vous pouvez passer si ça vous gonfle, hein, mais je tiens à remercier plusieurs personnes et donc cette petite introduction est tout à fait légitime selon moi. J'ai pris des notes dans un très joli carnet dont je vais vous reparler tout de suite. Pour l'instant, pour commencer, je voudrais vous remercier de tout cœur pour tous les gentils commentaires très instructifs que vous avez laissés sous la précédente vidéo en signe de clin d'œil. Et oui, parce que je vous avais demandé combien de temps par jour vous tricotiez et c'était fort intéressant de vous lire. On a des records, donc on a des personnes qui me disent tricoter entre 10 et 12 heures par jour. Ça c'est le rêve, le bonheur absolu. Tant qu'elles arrivent aussi à prendre un peu soin de leur santé physique, parce que le tricot c'est quand même une activité bien sédentaire, donc il faut aussi sortir, marcher, prendre l'air. Si on peut tricoter en même temps, c'est tout bénef. Merci beaucoup pour toute cette vague de témoignages. Je me régale à lire ce genre de témoignages, j'adore. Merci d'avoir joué le jeu. Ensuite, j'ai des records donc de 0 heure de tricot par jour. Et oui, eh bien, j'ai eu la grande surprise de voir que certains regardent les podcasts sans être tricoteurs. Incroyable! Incroyable, mais quel est l'intérêt? Je ne sais pas, peut-être d'avoir un jour, de prendre son élan et d'avoir un jour l'envie de se ruer sur des fils, des aiguillets du fil pour s'y mettre. Je ne vois que ça. En tout cas, si vous êtes dans ce cas-là, vraiment, mettez-vous au tricot parce que vous pourrez quand même regarder les podcasts, mais en étant en plus constructive. En tout cas, j'ai énormément aimé vous lire. Je tiens aussi à remercier de tout cœur les personnes qui soutiennent cette chaîne en offrant un petit café sur la plateforme Ko-fi, un petit café ou un grand cappuccino parfois. C'est adorable de me soutenir ainsi, il n'y a aucune obligation ici, je n'ai rien à vendre. Et pourtant, certains continuent à m'encourager. C'est vrai que ces petits cafés, ça me pousse moi à continuer à produire un contenu parce que je me sens rétribuée de ce travail. Donc merci beaucoup d'avoir cette gentillesse et cette générosité envers moi. C'est adorable. Enfin, je tiens à remercier de tout cœur Gabrielle et Amélie. En fait, vous étiez nombreuses à soutenir Gabrielle dans un projet de pouf, dans un concours SINA Marie-Claire Idée. Et Gabrielle mettait au point un magnifique pouf, le pouf mairie, à l'occasion de ce concours, à l'aide de laine française pour pouvoir la valoriser. Et je vous avais proposé de participer au vote pour que Gabrielle puisse avoir de la visibilité dans ce concours. Et grâce à vous, elle est arrivée 3e. Et Gabrielle et Amélie, sa maman, ont voulu me remercier. Et j'ai été très gâtée. Elle m'a envoyé, alors je me penche, je vous montre. Elle m'a envoyé dans cette très jolie boîte des choses qu'elles ont fabriquées de leurs mains, dont ce carnet-là, dont je vous parlais. Regardez comme c'est beau. Ça, c'est Amélie qui fait de la reliure. Donc, il y a un élastique. Il y a ce jacquard superbe, là, sublime. C'est très chic. Regardez comme c'est bien fini, bien fait. Et donc, elle fait aussi la reliure. Dans le carnet, il y a des pages avec des petits pointillés pour faire comme un bullet journal et des pages blanches pour faire des dessins. Et c'est le carnet que je vais maintenant utiliser pour prendre mes notes de podcast. Les bords cuivrés, tous les détails là sont absolument magnifiques. Je n'en reviens pas, il y a même le petit ruban pour pouvoir noter la page. C'est incroyable, je n'en reviens pas qu'elle ait réussi à faire ça. Et puis
qu'elle ait fait ça avec ses mains. Pour moi, c'est très 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 touchant. En fait, c'est grâce à vous, c'est grâce à la communauté de tous ces gens qui ont voté pour Gabriel. Moi, j'y suis pas pour grand chose, j'ai juste relayé l'information. Ensuite, ici, on a, alors je l'ai ouvert, hein, mais normalement, voilà, il est arrivé fermé comme ça. On a un étui à aiguilles assorti au carnet, si c'est pas chic, avec de la place ici pour mettre les aiguilles grandes, petites, et ici les câbles éventuellement. Ça, c'est sûr que je vais m'en servir parce que comme il est léger et fin, c'est un endroit où je pourrais ranger mes aiguilles pour partir en voyage, pour partir en van. Magnifique, là, ces deux ouvrages, ces deux objets assortis, je trouve que c'est d'un chic. Dans mon sac, ça sera superbe. J'en reviens pas. Et alors, clou du spectacle, Gabrielle est vraiment une grande artiste. Elle a peint pour moi cette aquarelle. Je crois que c'est de l'aquarelle, mais j'y connais pas grand-chose. Mais regardez comme c'est beau. C'est absolument magnifique. Et donc, je vais aller le faire encadrer chez l'encadreur du... Enfin, il y a un encadreur Place Gambetta à Bordeaux qui fait de très, très beaux encadrements. Et lui, il mérite d'être très finement encadré par quelque chose de propre, enfin quelque chose de bien mieux que ce que je pourrais faire en allant chercher un pauvre cadre et une pauvre marquise. Donc vraiment c'est superbe, signé Gabriel. Vous avez vu comme je suis gâtée, je n'en reviens pas. La beauté, la beauté. Et en plus j'ai mis un papier peint dans ma chambre, à l'occasion je vous montrerai. Il y a des motifs d'oiseaux sur un fond noir et ça, une fois encadré, ça sera une très très belle déco dans ma chambre. Alors tout ça c'était accompagné d'une adorable carte avec des mots tout doux. Elles sont tellement, tellement mignonnes. Je vous remercie de tout cœur les filles de m'avoir autant gâtée. Commençons par l'ouvrage terminé numéro 1 qui sera le seul de ce tiroir. Et oui, parce que j'ai finalement pas fini autre chose. Ah oui, sinon j'ai quand même une de mes excavation blankets, là, cette couverture de reste qui est un patron gratuit, mais que j'ai un peu modifié et vous pouvez trouver sur cette chaîne le tuto pour la faire à ma manière. Bon bref, j'ai fini ma Olga jacket de reste de mohair que j'ai transformée en Olga sweater et la voilà. Donc c'est pas la voilà, c'est le voilà, hein, puisque c'est la Olga jacket de petite knit revisitée en sweater. Je vous montre. Hop. Alors on la présente plus, hein, c'est un patron qui a eu beaucoup de succès jusque-là et qui se tricote normalement en laine Deka, une laine un peu rustique, un peu épaisse comme la Peer Gynt. Moi je l'ai tricoté en double fil de mohair pour utiliser mes restes. Donc je vous montrais au précédent épisode, pour celles qui arrivent, parce qu'il y a encore pas mal de gens qui découvrent la chaîne, donc je me dois de donner la genèse de chaque ouvrage à chaque fois, comme si vous n'aviez pas vu les précédents épisodes. C'est normal. La Olga jacket, normalement, elle se tricote en aller-retour. Et puis, on a une patte de boutonnage. D'ailleurs, elle est là, la Olga jacket. Je l'avais faite dans mes restes de mohair avec des coloris très chauds, comme ça. Et j'ai fait la même chose en prenant mes restes de mohair avec des coloris plutôt froids, du jaune, du vert, du bleu. Et j'avais racheté une pelote de olive, comme ça. C'est un nouveau coloris de la Drops Kid Silk. Et j'avais racheté un jaune, je crois. Ouais. Et peut-être... Non, voilà, et un jaune. Et j'avais le reste c'était que des fils de mes fonds de pelote ou des pelotes solitaires ou alors des choses que j'avais démontées qui n'avaient pas marché. Et le voilà, il est terminé. Alors, il est bloqué, il a sa petite étiquette et il a ce dos absolument magnifique. J'adore la construction de ce dos comme ça. J'aime beaucoup que la première bande de montage, qui d'ailleurs n'est que là, hein, la bande de montage c'est ça, mais la première bande fait de couleur du devant fait que ça se rejoint. Ça, je trouve que ça fait un effet très sweatshirt, très moderne. Donc c'est un pull qui n'est pas du tout destiné à faire chic, hein. C'est un pull que je veux porter avec un jean et éventuellement le rentrer dans le jean et puis juste un petit débardeur dessous. Je pourrais presque, je me vois bien rouler les manches. Un pull qui n'est pas spécialement fait pour être habillé, voilà, c'est pas l'idée, hein, c'est plus un pull de vacances ou de bord de plage, de fin de journée à la plage. Et je l'ai tricoté, alors,
en taille S avec les aiguilles 4 recommandées par le patron, avec un double fil de mohair, sauf pour certains mohair qui étaient plus épais comme ceux de la ferme Fradi. Les mohairs de ferme de France sont parfois plus épais, donc là je les ai tricotés en simple. J'ai fait des rayures de 8 rangs au lieu des rayures de 4 préconisées par le modèle. Et puis mes côtes, je les ai faites en, je lis mes notes, hein, je triche, en combination knitting pour bien redresser mes côtes, surtout qu'ici elles sont assez transparentes, donc je voulais qu'elles soient très, enfin ça les rend plus carrées que, ça mélange pas les côtes en fait, le combination knitting, ça rend la maille plus carrée je trouve que triangulaire disons. Et qu'est-ce que c'est que ça? J'ai un petit fleuve de mohair qui dépasse. Je vais le couper. Ah, dangereux. Très très dangereux, Emma. Ça dépasse, tu coupes. Comme Edgar. Ah oui, d'ailleurs, il faudra que je vous montre. J'ai fini de réparer son pull. Donc voilà, il est tout beau, tout fini. Je propose de vous l'essayer. Je propose de l'essayer pour vous montrer. Je vais l'essayer par-dessus ce que je porte, hein, pas de chichi. Et je ne l'ai pas encore essayé, je l'essaye pour la première fois. Devant vos yeux ébahis, roulement de tambour, tadada, je crois qu'il est un peu grand. Je pense que je ne vais pas avoir de surprise si je le trouve un peu grand. Hop. Bon, en tout cas, je passe la tête. Non, ça va. Les manches sont un peu longues et les manches ne sont pas... Il y a pourtant des diminutions tout le long et je trouve que les manches sont un peu lâches là. Donc soit je laisse comme ça et j'assume parce que c'est le fit du pull d'être un peu oversize comme ça. Je vais essayer de prendre du recul. Alors avec un pantalon taille haute, l'idée ce serait éventuellement de le rentrer comme ça dans le pantalon. J'ai fait les côtes du col blanc parce que je voulais du blanc à côté de mon visage et les côtes des manches jaunes parce que je voulais essayer d'utiliser toute ma pelote de jaune et que je risque pas de m'en resservir, donc il fallait que je l'utilise au max. Et les côtes du bas en olive parce que c'était ma couleur préférée de tout ce pull, mais que je n'en avais qu'une pelote. Et donc j'ai fait cette rayure là, le montage, cette rayure là, celle-ci. J'ai pas pu en mettre dans les manches parce que j'en avais plus du olive. Ah si, dans une manche mais pas dans l'autre. En fait les manches sont plus ou moins pareilles on va dire. J'ai essayé d'avoir des manches plus ou moins raccords, surtout au niveau des grands aplats de couleur foncée, parce que j'ai joué sur des aplats de couleur foncée sur 2 parties du corps et sur une partie des manches, histoire d'essayer de donner un peu un cadre à toutes ces rayures pour pas avoir un effet trop rayé, 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 mais avoir aussi un effet, comme les blousons de moto par exemple, qui ont souvent une plus grande bande à certains endroits. Je voulais voilà, donner un cadre à mes rayures. Donc ça donne ça. Bon, il est bien. Il est bien. J'aime beaucoup ça. C'est ce que j'aime énormément dans ce modèle. C'est ça là. C'est ce dessin des rayures qui viennent se rencontrer et faire encore une autre proposition d'association de couleurs là sur le long de la manche. Donc épaule tombante. Non mais il est bien, il est bien. Je trouve qu'il a un look assez... Alors par les couleurs, je trouve qu'il a un look assez estival, mais par ses aplats et ces bandes là, je trouve qu'il a un look assez sport, un peu maillot de sport, blouson de moto, je sais pas. Bon, en tout cas, j'aime bien. Et surtout, ce qui est génial, c'est que j'ai utilisé plein de mes restes de mohair. Il me reste à chaque fois, par exemple, le coloris lagon de Wouliette ici. Et ben, il m'en reste plus du tout. Je l'ai tout utilisé. J'ai pas pu l'utiliser dans une des manches. Là, il n'y est pas parce que je l'ai fini là. D'ailleurs, cette bande est plus petite parce que je suis allée au bout. Je l'enlève parce que là, je surchauffe. Et en fait... Je surchauffe, mais j'ai le nez qui coule quand même. Hop. Donc, en fait, ce que j'ai fait et ce que je vous conseille de faire, parce qu'il y a pas mal de gens, de personnes qui, très gentiment d'ailleurs, m'envoient des messages en disant « Mais oui, mais t'as utilisé combien de pelotes? Ah, mais oui, mais t'as utilisé combien de grammes par rayure? Ah, mais combien de couleurs exactement ?» Mais non, mais en fait, je me suis jamais posé ces questions. Il ne faut pas se poser ces questions. Vous engendrez le projet, vous faites...
comme bon vous semble, et puis ça, vous arriverez toujours à quelque chose. L'idée, c'est de s'amuser et de surtout pas se prendre la tête avec des tas de mesures et des tas de calculs et des tas de pesages. Il ne faut pas peser, il faut y aller, il faut foncer. On fait des rayures et puis quand on n'a plus de fil, on en fait d'autres. Éventuellement, si on a une pelote complète, on sait qu'on va pouvoir l'utiliser 2 fois dans le corps et 1 fois dans chaque manche, mais je sais même pas, je sais même pas. Je vous dis, là par exemple, la Olive, pour vous donner un ordre d'idée, j'ai utilisé une pelote entière de 25 grammes en ayant fait juste mon montage, mes 2 relevages de haut d'épaule sur le devant et une bande dans le corps plus mes bords-côtes, une seule bande dans une des manches et pas dans l'autre, et basta, j'avais plus de laine. Mais c'était pas grave. On voit bien sur ce qui reste de la pelote, si on va pouvoir faire une seule rayure ou 2, ça n'ira pas, on laisse tomber. On voit bien que s'il nous reste assez de fil, et si on a 6 rangs au lieu de 8, c'est pas dramatique, on passe ensuite à la couleur suivante. En fait, c'est l'anti-prise de tête, c'est ma façon de voir les choses, hein. C'est dédramatiser un peu tout ce process du tricot, c'est vraiment... Faut être cool, quoi. Soyez cool, vous prenez votre patron. Alors, là où moi, je veux pas être cool, c'est sur le choix du patron. Et quand je choisis Petite Knit, je suis sûre que ça va être bien expliqué, bien fini, que ça va m'aller, que son échantillon n'est pas très différent du mien, que je vais plus ou moins arriver au même résultat, et même si j'utilise pas du tout la même fibre. C'est pas pour rien, je le redis à chaque fois, je ne suis pas du tout addict ou spécialement une inconditionnelle de Petite Knit. Moi, je prends ce qui marche en fait. Que ça aurait pu être Grande Knit ou n'importe quoi d'autre. Je trouve que ces patrons sont fiables. Donc, c'est sur ça que je peux me reposer pour être cool ensuite sur tout le process. En tout cas, le process est excellent parce que en fait, on se voit pas... Si on se voit avancer parce qu'il y a une rayure puis une autre et qu'on a très envie d'aller jusqu'à la rayure suivante, c'est très, très potato chippy, comme si on mangeait des chips, une chips, puis une autre, puis une autre, puis une autre. Mais c'est jamais lassant et donc ça va très vite. J'ai trouvé que ça allait très vite. Donc voilà, je suis assez contente. Je pense que je vais le porter là dans les jours qui viennent. Je suis ravie de l'avoir fini pour ce mois d'avril où il peut faire encore un peu frisquet. En dessous, je mets juste un t-shirt blanc tout simple. Et puis comme ça, si j'ai trop chaud, je l'enlève. Mais il est quand même très très léger. Je ne sais pas combien ça pèse. Je ne sais pas combien de couleurs j'ai utilisé. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10... Je dois avoir 10 ou 11 couleurs différentes. J'ai fait juste ce que j'avais comme reste. Je pense que ça peut se faire en bicolore. Je pense que c'est un pull sweatshirt que je pourrais faire en unicolore aussi parce que j'adore sa construction. Mais ça serait un peu dommage en unicolore parce qu'on ne verrait pas ce magnifique détail là. Qui ne se voit pas tellement quand c'est sur le cintre et qui se voit beaucoup plus quand on le porte dans le dessin des épaules comme ça. Donc voilà, super contente. C'est mon deuxième pull à rayures de reste avec le même patron et j'ai rien dépensé. J'ai juste acheté un patron que j'ai transformé ensuite et j'ai acheté 3 pelotes parce que je voulais assortir pour pouvoir mélanger mes restes. J'ai pris 3 pelotes sur Kalidou. Je crois qu'en plus sur Kalidou, Kalidou, ils vendent la laine drops. Je le dis parce qu'on me pose la question. Sur Kalidou, je crois qu'il y a une promo sur la Kit Silk en ce moment et c'est vraiment le moment d'en profiter. Je crois que c'est 1 fois par an. Donc les pelotes de Kit Silk sont peut-être déjà pas très chères. C'est sûr que c'est pas la meilleure qualité de mohair, hein, on est bien d'accord. Mais pour s'amuser et... Bah non, ça ne va pas du tout ensemble, Emma. Mais pour s'amuser et faire ce genre de truc, ça va très bien. Ça serait si je fais un pull qui a une valeur particulière à mes yeux, par exemple, si je veux la sortir à une très jolie laine, je prendrais peut-être pas un mohair de premier prix, quoique, je sais pas, je tricote tellement que je peux pas suivre au niveau du budget en achetant que de la Isaiah, par exemple, qui est un de mes mohairs préférés, et donc ça va très bien, la Kit Silk de Drops, surtout qu'ils ont amélioré leur qualité, je trouve qu'elle est devenue plus douce. Voilà pour l'ouvrage terminé numéro 1 qui est fini et qui va rentrer dans ma collecte. Ça sera peut-être mon 47e pull dans mon dressing de pull.
Ensuite, passons aux WIPs, les Works in Progress, c'est-à-dire les ouvrages en cours. Les ouvrages en cours sont au nombre de 1, 2, 3, 4. C'est quand même raisonnable. Commençons par les chaussettes, puisque tout à l'heure j'ai fini, hop, la première chaussette d'une paire, qui est dans ce joli petit sac qui rappelle encore un peu l'esthétique du tableau de Gabriel. J'avais un... Ah tiens, je vais aller vous le chercher, je vais vous chercher ça. Voilà. J'avais reçu de la part de mon amie Maria qui était allée au Canada. Elle m'avait rapporté de la laine de chez Biscott Yarns, de la Bissock coloris Peppermint. Et j'avais fait ces jolies chaussettes qui sont dans ma boîte de bas. C'est pour ça que je suis allée les récupérer là à l'instant dans ma boîte de bas. Et j'essaye de pas trop regarder ce que je mets dans ma boîte de bas parce que l'idée c'est que je me tricote une paire de bas par mois ou plus, peut-être 2, 3, enfin autant que j'en tricote. Et puis je les range, je les bloque. Et je les range sans regarder ce que j'ai tricoté précédemment, histoire d'oublier un peu tout ça. Donc je soulève le couvercle, je pose la paire de chaussettes, je referme le couvercle et hop, j'oublie. Et comme ça, à Noël, je vais m'offrir la boîte. Et donc, elles ont un peu rosi, mais elles ont carrément rosi même. Ça ne va peut-être pas se voir, mais à l'œil nu, ça se voit. Parce que je les ai mises à tremper pour leur donner, pour bien lisser les mailles et tout. Puis je suis partie au yoga pendant 1h30, 2 heures. Et puis quand je suis rentrée du yoga, oh damned, mes chaussettes. Et donc l'eau était rouge et elles ont un peu rosi. Aïe. Bon, ça se voit vraiment s'il faut le savoir. Bref, il me restait un peu de fil parce que c'était un écheveau de 100 grammes. Et donc je me suis dit, ça serait trop bête. Enfin, je voulais pas que ça reste comme ça sans rien faire alors que cette laine et nylon, mais si précieuse. D'ailleurs, je remercie mes spectatrices québécoises qui ont reconnu en ce fil un fil de grande qualité et qui ont au passage fait un petit clin d'œil. Donc il m'en restait, donc j'ai séparé mon reste en 2 pelotes de 22 grammes chacune. Il m'en restait 44 grammes, un peu plus. Et puis j'ai commencé des chaussettes en toe up en faisant des rayures grâce à un fil qui me restait aussi, parce que mon idée là c'est d'utiliser un maximum de ce que j'ai déjà comme laine. C'était de la laine de mood, j'avais déjà fait une paire de chaussettes avec Miss Océane comme coloris, très joli coloris, un peu bleu gris comme ça, j'aime beaucoup. Et donc j'ai fait avec une chaussette à rayures, mais en faisant des rayures bleues au milieu des grandes rayures blanches que j'avais ici. Donc à chaque fois que je tombais sur mon blanc, je comptais 6 rangs, parce que j'ai compté qu'il y avait 12 rangs à chaque fois. Au bout des 6 rangs, j'intégrais 6 rangs de bleu. Et comme ça, j'ai dispersé mon reste de rouge et blanc dans une nouvelle chaussette que j'ai commencé par la pointe. D'ailleurs, j'ai commencé tout à l'heure la deuxième pointe. Et pourquoi par la pointe? Ben oui, parce que c'est le meilleur moyen d'être sûr de faire un pied à la bonne taille. Et puis, on continue d'utiliser tout ce qu'on a comme reste de pelote pour faire la tige qui peut être aussi grande que le fil qui nous reste, quoi. Donc, je les ai essayées, elles me vont très bien. J'ai fait un montage en Judy's Magic Caston. Turkish Caston, non, Judy's Magic Caston ici. J'ai monté 10 mailles, j'avais pas de patron, hein. J'ai fait ça avec ma petite habitude de recette, de trucs qui marchent pour moi. Donc un Judy's Magic Caston. Ensuite, j'ai augmenté tous les rangs jusqu'à obtenir 18 mailles sur chaque aiguille, puisque je tricote en Magic Loop, comme ça. En Magic Loop sur mes chiagous. 18 mailles sur chaque aiguille. Ensuite, j'ai augmenté tous les rangs jusqu'à avoir 30 mailles sur chaque aiguille parce que mes chaussettes, je les tricote sur 60 mailles avec des aiguilles de 25. Ensuite, j'ai fait mes rayures sans couper le fil. J'ai essayé de faire suivre le fil. Alors là, c'est pareil, hein, zéro prise de tête. Je twiste mes 2 fils une fois de temps en temps, histoire que le fil bleu suivre un peu pour pouvoir ne pas s'accrocher quand on va passer la chaussette sur son pied. Ensuite, j'ai fait un talon contrastant aussi avec ce fil bleu en Shadow Wrap Heel. Et puis, j'ai continué en essayant de faire un jogless joint ici.
La méthode, c'est que je tricote la jambe de la maille du rang précédent, la jambe droite, avec le nouveau fil quand j'attaque mon deuxième rang du nouveau fil. Et comme ça, alors, c'est pas parfait, mais au moins j'ai pas de trou. Et je pense qu'au blocage, ça peut encore se... Quoique, on va dire que ça sera l'intérieur de mon pied et que les belles rayures seront sur l'extérieur. Alors, ça fait un peu patriote, hein. C'est mes chaussettes du 14 juillet, on va dire. Mais bon, j'en ai pas du tout de cette couleur-là, donc ça me convient très bien. Et je trouve que blanc et rouge, ça allait très bien avec du bleu. J'aurais pu faire avec n'importe quelle autre couleur, mais là, je suis contente, ça me va très bien. Ensuite, j'ai fait un bord-côte en maille semi-torse, en côte semi-torse, côte 1-1 semi-torse. Et j'ai dû aller revoir un tuto de Claude Tricot pour un rabat élastique, parce que sinon, mes rabats sont toujours trop serrés sur le haut du mollet, là, sur la jambe. Et j'ai fait un Jenny Surprisingly Stretchy Bind-Off, le JSSBO. J'ai fait un rabat hyper élastique, un peu chou-fleur. À mon avis, c'est pas très esthétique. Sur la jambe, ça va très bien, mais sur là, c'est pas très joli. Ça fait un peu fou. Tant pis, c'est pas grave, ça me va, ça me va, ça me va. Au moins, je peux passer mon pied, donc c'est quand même l'essentiel, c'est que je puisse passer mon pied. Donc voilà, c'est hyper sympa. Là, c'est pareil, on a toujours envie d'aller d'une rayure à l'autre. Décidément, vous allez vous dire, la fille, elle tricote que des rayures. Attends, je me désabonne, hein, moi, les rayures. Non, non, mais c'est vrai que là, il y a des rayures. Dans ce que je viens de vous montrer, il y a des rayures. Mes premières chaussettes, des rayures. Mes deuxièmes chaussettes, des rayures. Non, mais madame, je vous jure, je tricote pas que des rayures. Bref, ça va avancer tranquillement. Et je trouve que le mojo chaussette est revenu. Alors, je pense que c'est vraiment grâce à cette... laine de Maria, parce que j'avais plus trop envie de tricoter des chaussettes et puis finalement c'est reparti, c'est revenu. Voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Je vérifie que j'ai rien oublié de vous dire sur ces chaussettes. Non, j'ai tout dit. Ensuite, j'ai monté une scarf number 2 de My Favorite Things Knitwear, dont le patron est quelque part par là, si j'ai bien préparé. Le patron est là. Alors, c'est une écharpe enfin un châle écharpe qui peut avoir deux tailles. C'est la Scarf Number 2, My Favorite Things Knitwear, et qui a ces jolis jeux de texture ici. Entre chaque bande de texture, vous avez ces petits œillets qui se font en maille, avec des jetés. Hyper sympa. J'avais déjà commencé et défait parce que la couleur ne me plaisait pas. Et c'est un patron qui coûte 6,95 €. Je ne sais pas s'il existe en français, mais bon, bref. La jeunesse du truc, c'est que je voulais me servir d'une pelote de chez Plassard, la Cardamome, comme ça, Cardamome, Plassard, qui est composée de 80% de laine et 20% cachemire, donc plutôt pas dégueu, et qui change de couleur au fil de la pelote. En fait, c'est en allant visiter la boutique Cannelle à Bordeaux, qui est une boutique de laine ancestrale, avec une personne qui se dit très âgée. C'est effectivement une mamie, elle est adorable comme tout, et donc je voulais quand même visiter ce qu'elle proposait, voir ce qu'elle proposait il y a fort longtemps, et c'était pas vraiment mes laines de prédilection. Je voulais voir ce qu'elle avait en Oro. C'est une marque japonaise hyper connue, archi trendy. J'ai eu beau fouiller dans tous ces cartons, j'ai rien trouvé. Mais bon, comme j'avais démonté la boutique, je voulais pas partir sans rien. Et donc, pour en plus 36 €, je crois que ça m'a coûté quand même une blinde. J'avais acheté cette Cardamome parce qu'il y avait un châle en exposition qui était vraiment joli. On peut faire un châle avec une pelote de 100 grammes et que ces coloris qui font un dégradé très progressif m'avaient plu. Et donc j'ai monté le châle en question et je l'ai terminé, mais il est encore sur mes aiguilles parce qu'il me reste plein de laine, et le voilà. Et il fait effectivement le dégradé. On voit bien que ça commençait comme ça par ce vert un peu vert de gris, ouais, je dirais vert de gris, et qui tout doucement va aller vers ici du bleu marine, et très sympa. Sauf que je suis arrivée au bout du motif. Normalement, je devrais rabattre et j'ai fini mon châle. Mais comme la laine est assez fine, peut-être que normalement c'est une laine un peu plus épaisse, le châle me paraît minuscule. Donc je voudrais continuer le motif. J'ai
un premier motif là, encore un autre motif. C'est hyper sympa à faire parce qu'on change de motif. Là, je me suis trompée. J'ai oublié de faire, j'ai lu trop vite mon patron et j'ai oublié de faire ici ma rayure de jeté. Et là, j'ai commencé à être un peu dégoûtée d'avoir oublié ma rayure de jeté. Mais je me suis dit, allez, tu continues, tant pis, une fois autour du cou, ça ne se verra pas. J'ai continué. Et là, j'arrive au bout et il faudrait que j'invente que je reprenne la grille qui est là pour que j'adapte mon nombre de mailles et que je continue. En soi, c'est pas réellement un problème parce que j'ai pigé quelles alternances on fait de mailles endroit, mailles envers. Ce sont que des mailles endroit, mailles envers hein, pour pouvoir continuer. Mais je ne pense pas continuer parce que je le trouve pas joli. Je le trouve mou. Je trouve que cette couleur, alors à l'écran, avec un t-shirt blanc, oui, mais pas avec la texture. On en revient toujours au même problème, Emma, c'est marrant, hein. Ça n'imprime pas. Hein. Ça n'imprime pas que pour moi, texture plus coloris dégradé égale red flag. C'est pas possible, je pense pas que je porterai. Je pense qu'il faut que je démonte tout et que je fasse un petit châle comme celui-là à la place. Je vous montre. Celui-ci que j'ai déjà fait, que j'ai peut-être déjà, qui est là, qui est un aplat. Qui est peut-être par là, oui, qui est là. Ce petit châle là, le scarf number 5 de My Favorite Things Knitwear, qui est du jersey en aplat. Là, j'y avais rajouté des petites paillettes, hein, des petits sequins, parce que ça, oui, ça sera plus portable, c'est beaucoup plus mon style. Donc, il faut que je le démonte et moi, je suis la spécialiste du montage-démontage. Ça me fait pas du tout peur de faire comme ça, là, hop, hop, on enlève les aiguilles et puis on transforme pour faire autre chose. Parce que je vais pas le porter. Et si c'est pour le vendre sur Vinted, oui d'accord, j'ai vachement de plaisir à le tricoter. Et j'aime beaucoup aussi la couleur, j'aime beaucoup la matière, c'est très 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 doux. Mais il y a trop d'informations je trouve. Si c'est pour le vendre sur Vinted dans 2 mois en me disant oui tu l'as fini, il est très beau mais dans l'ensemble tu le porteras pas, je vois pas trop l'intérêt, autant que j'en fasse quelque chose qui me plaise. Tiens voyons, on va voir un peu ce que ça donne comme taille. Oui, il est comme ça. Maintenant qu'il est plus sur l'aiguille, est-ce que... De toute façon, il aurait été beaucoup trop petit. Il est beaucoup trop petit. Alors j'aurais pu gagner au blocage, mais si c'est pour trop étirer cette fibre, il y a du cachemire dedans, c'est un peu dommage. Ça donne bien, hein. Non, mais c'est beau quand même la couleur. Mais sauf que ce qui est pas terrible pour moi, c'est que c'est cet effet pas lisse, quoi. J'ai besoin d'un effet lisse avec cette couleur. Donc je vais tout rembobiner et puis recommencer. Et puis je vous tiendrai, au courant. C'est toujours du tricot et c'est toujours du bon temps de tricot, du grand plaisir. Avec en plus ces aiguilles Cassinite en bambou. Je les adore ces aiguilles-là. Elles sont très légères, la jonction est très fluide et surtout le câble pivote dans l'aiguille. Donc quand on tourne son ouvrage, quand on est en aller-retour et tout, c'est génial. Les aiguilles, elles vous suivent. C'était du très beau matériel, mais le résultat, bon, pas grave, pas grave, pas grave. On recommence. Ensuite, quoi d'autre? Pour me consoler de cet échec, hein, parce que j'ai bien vu à la fin du châle, puisque je suis arrivée jusqu'au bout de la dernière grille. Hein. 1, 2, 3, 4, 5, 6 grilles différentes. Au bout de la 6e grille, je me suis dit, bon bah non, finalement ça n'ira pas. Et ben je me suis dit, alors, valeur sûre, et surtout, valeur sûre, je le sais parce qu'il y a beaucoup de gens qui l'ont fait, et que je l'ai vu dans des podcasts et que je l'ai trouvé toujours réussi. C'est un châle qui reprend un peu le concept de la Sophie Scarf, dans la mesure où il est, je vais vous mettre une photo là, c'est le Jaunty Shawl d'Andrea Mori, dans la mesure où il est un peu triangulaire allongé comme ça, et avec des I-cords tout autour, des I-cords intégrés. Il a ce côté très... Quand on voit comme elle le porte et quand on voit un peu les projets déjà terminés sur Ravelry, il a ce côté très gonflant, très doudou, parce que la maille est gonflante. Et donc j'ai commencé, grâce à la quantité de laine qu'il me restait,
du cône de Yak et Mérino de Frédéric Turgot, l'atelier Pure Laine dans le Perche, j'avais fait mon Arches Sweater, celui qui a des petites arches là sur les... Là, hop, j'avais fait mon Arches Sweater avec. Et je vous montrais au précédent épisode qu'il me restait encore beaucoup de ce fil. Après avoir fait tout le Arches Sweater, puisque j'avais un cône de 500 grammes, il m'en restait 225 grammes. Donc un peu moins de la moitié du cône. Et il me restait 2 pelotes du fil que j'avais tenu avec, qui est la Alva de Filcolana, la Alva coloris 976, qui est une très bonne alternative au mohair parce que c'est un fil lace, qui a un prix très raisonnable, c'est dans les 4 € la pelote, qui fait combien de mètres au 100 grammes? C'est 100% alpaga, hein, donc c'est très doux. 175 mètres au 25 grammes, et il m'en restait 2 pelotes et quelques. Le patron d'Andrea Mori est génial, le Gentil, parce que vous pouvez utiliser n'importe quel calibre de fil et l'aiguille qui ira bien avec. Ça peut aller de 2,75 à 4,5. Il coûte 8,74 €. Il n'est qu'en anglais, mais franchement, c'est de l'anglais très basique. Il n'y a pas du grand blabla dans le patron. Hein. Et quoi d'autre? Ça peut se faire avec n'importe quel échantillon. Et ça se fait dans des Half Fisherman's Rib. Je pense que c'est de la demi-côte anglaise. Un truc comme ça, Half Fisherman's Rib. Je ne connais pas les termes en français parce que moi je ne tricote qu'en anglais. Et voilà ce que ça donne. Je l'ai commencé il y a 2 jours. Mais j'ai déjà énormément avancé parce que c'est très rapide à faire. Très sympa à faire aussi. Et ça avance très vite. C'est des aiguilles de 4,5. Mais ça avance très vite. Pourtant, quand on fait des Half Fisherman's Rib, on a à tricoter dans la maille du dessous, une maille sur 2. C'est très simple, hein. Enfin, de toute façon, moi j'ai regardé un tuto parce que je voulais être sûre. Elle inclut des liens vers des tutos, c'est très simple. Pour faire les augmentations et les diminutions dans les Half Fisherman's Rib, elle inclut aussi des vidéos que je suis allée voir parce que en la matière, j'étais tout à fait novice. Et puis, on fait des augmentations sur un côté, donc ça ressemble à la forme de la chauve-souris scarf. Et quand on arrive à 85% de son métrage, de ce qu'on a pesé, eh bien on commence à faire la descente. Et je trouve que les explications proposent un rendu très propre. Ici, jusque là, on a une dernière tranche de Half Fisherman's Rib, et puis hop, on commence des diminutions dans l'autre sens. Et donc là, ça va cavaler, ça va aller très vite. J'ai fait tout ça en 2 jours. Je crois que je l'ai commencé... On est mardi. Hier, je ne l'ai pas du tout touché. Je l'ai peut-être commencé samedi. J'ai fait samedi et dimanche là-dessus. Aujourd'hui, j'en ai pas fait non plus. Mais bref, avec cette finition I-cord, là, ce gros I-cord, et puis en plus, ce que j'aime beaucoup, c'est qu'il est très dense. Enfin, il est très léger, mais il est à la fois très moelleux. Et il a une vraie structure. Il ne s'écrase pas sur lui-même, là, comme le pauvre truc que je vous montrais tout à l'heure, là. Qui a l'air d'un pauvre torchon tout humide. Non, là, ça garde ses plis, ça garde sa forme, j'aime beaucoup. Je me vois très bien le porter tout le temps. Il est super, j'aime beaucoup. Là, c'est l'endroit. Donc, on voit les côtes. Et l'envers, il donne ça. Donc, ce qui est chouette aussi, c'est qu'une fois enroulé autour de mon cou, qu'il soit un peu à l'envers ou un peu à l'endroit, il n'y a pas un côté moche, quoi. Il n'y a pas un côté moche. Ce que je regrette juste, c'est que j'ai dû faire demi-tour à la fin de ma première pelote d'Alva. Et oui, parce que j'en avais 2 pelotes plus un petit chouïa. Et comme je voulais surtout pas me retrouver en rade et surtout pas aller en racheter, j'aurais pu avoir, si j'avais une 3e pelote comme ça, j'aurais pu utiliser tout ce fil-là parce que lui, il descend pas vite. Mais bon, tant pis, je pense qu'il est assez grand. Il va faire, alors, le bord, la pointe, elle est où? La pointe, elle est là. Donc la pointe, si je la mets au milieu de mon cou, elle est là. Le retour, ouais, je pense que c'est bon. L'autre retour sera... Mais en fait, on peut le faire aussi long qu'on veut. Mais je pense qu'il est déjà assez dense. C'est pas grave s'il n'est pas plus long. J'aurais vraiment aimé avoir une 3e pelote de ça. Surtout pour pouvoir aller au bout de mon cône. Mais peut-être qu'avec un peu de chance, j'aurai assez de fil pour me faire le bonnet assorti. Ou les moufles assorties des petites. Je pourrais me faire des
penny gloves avec, comme ça j'aurai la petite écharpe et les petites mitaines assorties. C'est chouette, hein. Vraiment, vraiment, même si vous tricotez pas en anglais, avec Google Trad, vous pourrez trouver très facilement la traduction des instructions. Je vous conseille de vous lancer dans ce châle, il est hyper bien. Il n'a pas autant de succès pour rien, une fois de plus, hein. Il a été tricoté plein de fois, et les gens qui tricotent, je vois sur les podcasts, plein de podcasts américains que je regarde. Alors, on m'a déjà demandé, est-ce que tu peux nous donner la liste des podcasts américains que tu regardes? Alors, ce que je propose, c'est de ne pas vous les énumérer ici, mais de prendre le temps de les mettre dans mes show notes, dans ma barre d'infos. Je vous mettrai les liens de tous les, ou peut-être de 5 ou 6 podcasts américains que je regarde. Et ce que je voulais dire, c'est qu'il y a quand même pas mal de tricoteurs, tricoteuses qui l'ont pas fait qu'une seule fois. Quand ils ont fini un, ils en engendrent tout de suite un deuxième. Et c'est vrai que ça peut faire un super cadeau. Et ce qui est super aussi, c'est qu'on peut utiliser ces restes. Si vous avez 2 pelotes, vous pouvez utiliser une pelote à l'aller et une pelote au retour. Et basta, c'est super. Voilà, ça c'est mon ouvrage chouchou du moment qui me réjouit. Je sais pas, qui me réjouit, c'est pas français ça, on dit. Je me réjouis de tricoter cet ouvrage-là en ce moment. Ensuite, j'avais parlé au dernier épisode d'un petit pull cache-cœur. Cache-cœur, enfin oui, cœur croisé, on va dire. D'ailleurs, des copines, là, des tricopines d'entre vous m'ont dit « Ah, j'ai retenu la référence au cœur croisé ». C'est vrai que quand on a été biberonné à certaines pubs, les cœurs croisés de Playtex, on ne peut penser qu'à ça en voyant ce pull, qui est donc un pull, puisqu'il n'est pas boutonné, il ne s'ouvre pas, donc c'est vraiment un pull, mais dont le devant est croisé comme ça. J'aime beaucoup, c'est un patron de Suzanne Muller, et son nom de scène c'est Paula Strick. Le Sophie Sweater, ça s'appelle, le Sophie Sweater, qui existe en anglais et en allemand, mais pas en français. Mais là, pareil, hein, vous pouvez faire une traduction vite fait avec plein de traducteurs qu'on a maintenant en ligne et qui vous rendent la vie plus facile. Et donc c'est un patron qui coûte 6,56 €, que je trouve quand même raisonnable en termes de coût de patron. Et j'ai bien avancé. Alors, vous allez peut-être pas voir une avancée fulgurante. Ah, je suis embobinée dans mes fils là. Je le tricote en Knitting for Olive coloris Unicorn Purple. C'est ce tout doux lilas parme, je dirais, lilas, avec tous les fils par entrée évidemment. Et on en est là, et on a énormément de mailles sur les aiguilles. J'ai même dû raccorder 2 cordons de mes aiguilles Chiago pour pouvoir tout faire passer, tout faire rentrer. Enfin, quoique, j'ai encore beaucoup de fils d'aiguilles ici, beaucoup de câbles ici, pour pouvoir l'étaler et vous le montrer. Alors, il ne faut pas risquer non plus de perdre des mailles. Mettons des bouchons de sécurité, les petits donuts, tout girly, les petits donuts. Et comme ça, je vais pouvoir peut-être l'essayer pour vous montrer. Alors, la bande de boutonnage se fait en même temps que le reste. On n'aura rien à relever après, ça c'est top. On risque pas d'avoir trop de mailles relevées et des godets, ou pas assez de mailles relevées et tout le pull qui remonte. Je trouve que c'est une valeur sûre quand on peut faire les bord-côtes en même temps que le reste. Et ça donne c'est une très jolie finition de bord-côte, parce qu'elle vous fait faire ça très très bien. Enfin, c'est très précis comme patron. Et là, cette forêt de marqueurs en poule, c'est mes augmentations qu'on fait de part et d'autre de l'encolure pour pouvoir ensuite les rejoindre au niveau du bord-côte du bas et finir le bas du pull. Alors, je suis tout emmêlée comme une araignée dans mes fils, là. J'en ai partout. On en est où? Ben, on est pas mal, hein. Il faut encore bien ça. Il y a 28 augmentations à faire, je peux vous le dire, hein, vous n'allez rien en faire. Il y a 28 augmentations à faire pour de chaque côté du bord-côte, là. Et je dois en avoir 18.
Il faut encore pas mal. Ce qu'il y a, c'est que plus ça avance, plus le rang est long. Il prend du temps à faire. Parce qu'on fait des augmentations sur l'endroit seulement. Ce qui est chouette aussi, c'est qu'on n'a pas à faire des pearl through the back loop. On entend un hélico. Donc voilà, on a les retours, impeccable. Des aiguilles de 4 et ça avance bien, c'est agréable. Je trouve pas que ce fil soit spécialement doux. Vous en avez convenu d'ailleurs quand j'en ai parlé au précédent épisode. J'ai dit que j'étais moyennement emballée par la soft silk. Elle dit soft silk mohair, mais elle n'est pas si soft. Mais je pense, voilà, je pense qu'elle est peut-être plus durable et qu'elle aura moins tendance à boulocher qu'une laine avec qu'un fil mohair avec plus de duvet et de poils. J'ai là pratiquement fini mes deux pelotes de chaque pour faire tout ça. Et il me reste combien? Il me reste 4 de fil fingering, le mérino, et 3 de mohair, parce que je me suis trompée dans ma commande. Enfin, normalement, j'utilise toujours l'inverse, c'est-à-dire 6 pelotes de fil fingering et 5 pelotes de mohair pour faire tous mes pulls en taille S ou M. Donc je commande moins de mohair puisque sinon il me reste sur les bras et comme il y a un métrage plus grand, j'ai moins besoin de pelotes de mohair que de pelotes de fingering. Donc 6 et 5. C'est ce que j'ai commandé. Sauf que pour la Knitting for Olive, il y a plus de métrage dans le mérino que dans le mohair et soie. Et donc j'aurais dû inverser le ratio. Donc je vais croiser les doigts et puis prier pour avoir assez de fil pour faire mon bas et mes manches. Bon, j'espère. Ce que je voudrais, c'est ne pas avoir encore de reste. Il n'est pas immense, hein. Je me rends compte là que j'ai pas énormément de place pour les bras. Heureusement que j'ai fait la taille M. J'ai fait la taille M au lieu de la taille S qui correspondait plutôt à mes mesures. Parce que même si elle utilise aussi des aiguilles de... Ah ben non, en fait, elle propose des aiguilles de 4,5. Et moi, j'utilise des aiguilles de 4 avec un fil plus fin parce qu'elle utilise un fil plus épais. Elle a un échantillon plus épais que le mien. Pourtant, j'obtiens les mêmes mesures, donc ça va. Très sympa à tricoter. Et je voudrais pouvoir lui aussi... Enfin, vraiment, j'aimerais pouvoir le terminer assez rapidement pour pouvoir le porter tant qu'il fait... Pour le printemps, quoi. Je trouve que c'est un bon basique du printemps. Et j'aime bien cette couleur quand je suis bronzée. Je pense pas que quand je serai verte l'hiver prochain, cette couleur m'ira tellement. Non pas que je sois très bronzée, mais je prends un petit peu plus le soleil. Enfin, comme je suis beaucoup dehors, j'ai meilleure mine. Voilà pour le Sophie Sweater en coloris Unicorn Purple. Et voilà. J'ai plus qu'à vous montrer le pull d'Edgar fini. J'arrive. Alors, souvenez-vous, j'avais eu un accident de parcours avec le zipper sweater de mon fils Edgar, qui avait rien trouvé de mieux que de couper un fil qui dépassait. Et ça avait fait... Je suis essoufflée parce que je suis vite descendue pour aller le chercher, remonter vite. Ça avait fait un énorme cratère en plein milieu du ventre, là, sur le devant. Et donc, j'avais tardé à réparer ce truc-là. C'était le pinsum, ce truc. Ce que j'ai fait, et donc ça se voit parce que la laine a vieilli, sauf sur l'endroit où j'ai réparé. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai coupé le pull, j'ai remis les mailles sur mes aiguilles en haut, j'ai tricoté tout ça, il me restait de la fiesta de drops. Et puis ensuite, j'ai fait un grafting ici, entre la partie que j'avais sauvée du bas et la partie que j'ai retricotée du haut. Et donc, ce qui est marrant, c'est que en fait, le fil est plus tiré alors que j'ai pas de grafting que quand là j'ai fait un grafting. Bon, en tout cas, je pense, je sais pas s'il le portera, je l'ai fait pour la beauté du geste. Et oui, parce que quand même, je m'étais appliquée, surtout au niveau de ce zip là. Et je me dis, même si, alors il le porte pas parce que le pauvre, il est très sensible, il a une peau très eczémateuse, tout le pique. Et même la Fiesta, qui est pourtant douce, le pique. Bon. Et je le porterai peut-être moi à ce moment-là, parce que je l'aime bien ce pull. Lui, il le trouvait trop long, donc j'ai fait gaffe à pas le rallonger encore plus en faisant la réparation.
Je pense que j'ai même 2-3 rangs de moins que ce qu'il y avait initialement. Et ça fait cette bande là. Mais j'ai bon espoir qu'à le porter au soleil éventuellement, qu'à le laver régulièrement et tout se remélange. Là, je l'ai quand même bloqué, passé à la machine pour l'essorage, suspendu, et je vois bien qu'on le... Alors, une fois de plus, cette petite bande de différence se voit plus à l'écran qu'en vrai. Et puis en vrai, on bouge avec le pull et finalement, ça se voit pas tant. Là, je vais partir au yoga. Je vais emporter le pull avec moi. Ça peut faire un bon pull de yoga. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous retrouve très bientôt pour la suite et vous montrer un peu mes avancées. Bye! Hello, nous sommes aujourd'hui le mardi 21 avril et je reviens vous voir après 3 semaines où il s'est passé plein de choses et donc j'ai plein de choses encore à vous raconter. Nous sommes partis pendant les vacances de Pâques avec Edgar et Guillaume Setastre en road trip, van trip, enfin bref, dans le sud de l'Italie, enfin non, dans le nord de l'Italie, mais la Riviera italienne. Puis ensuite en Corse, on a fait un grand tour de Corse, on est allé là où le vent nous portait. Et puis on a dormi à chaque fois dans des endroits différents, c'était super. D'où ma mine bien plus en forme en ce moment. C'est vrai qu'après 15 jours au soleil, dans la nature et en vacances comme ça, tout de suite ça va beaucoup mieux. Donc c'était hyper bien. J'ai beaucoup tricoté parce que Guillaume a conduit pratiquement tout le temps, donc j'ai un cheveu. Et donc je vais avoir pas mal de choses à... Je suis coiffée comme ça, bon bref. Pas mal de choses à vous raconter parce que j'ai terminé à peu près tous les encours que j'avais. Et donc je vais pouvoir vous en parler. C'était un voyage super, on a pris du temps à trois, tous les trois reclus comme ça, dans le camion, avec des bons restos, des beaux paysages, du temps pour nous, pour reconnecter la petite famille, là c'était super. Et puis cette nature magnifique, enfin c'était hyper chouette. Je vous mettrai peut-être quelques photos de paysages vers la fin pour celles que ça n'intéresse pas. Et vous allez voir comme on a eu beau temps, comme c'était ressourçant. J'espère que mes photos pourront vous plaire. Donc, je porte aujourd'hui la Olga blouse de petite knit que j'avais terminé au précédent épisode. On voit mes bretelles de soutien-gorge, mais c'est pas très grave. C'est des soutiens-gorge chez La Nouvelle, là j'aime bien. Si on voit les bretelles, c'est pas trop gênant. Et celui-ci, je ne l'ai pas encore porté dans la vraie vie. Je le porte là parce que ça va me permettre de faire un petit changement de costume en cours de route et tout. Donc ça sera très bien. Et puis comme ça, je lui rends hommage une fois encore. C'était du fil double de chez Maison Corlaine en mohair et soie. Hyper doux, hyper agréable à porter à même la peau. Ensuite, je vais avoir 1, 2, 3, 4... 5 ouvrages terminés à vous montrer et je m'arrêterai là ensuite parce que ça étirerait trop ce podcast en longueur si je commençais aussi à vous parler de mes encours et donc je vais continuer. Les encours, ce sera pour le prochain podcast. Première chose qui est terminée et que j'avais montré au premier tiroir, ce sont mes chaussettes que j'appelle mes chaussettes patriotes. Et oui, parce que je les ai tricotées avec donc en bleu, blanc, rouge, on aurait bien compris que c'est comme le drapeau français. Et je les ai tricotées, alors bougez pas, avec un petit reste de 44 grammes que j'avais de Bissock. C'est une laine autorayante qui me venait du Canada, rapportée par mon amie Maria et qui s'appelait le coloris Peppermint. Donc c'est de la laine à chaussettes, hein, nylon 85% mérino et 15% nylon. Et elle est très douce parce qu'il y a peu de nylon par rapport à un fil à chaussettes classique qui aura plus souvent tendance à avoir 20 ou 25% de nylon. Là, il y en a un peu moins, donc on m'a dit attention, elles sont fragiles. Moins de nylon oblige, hein, et donc faudra que je fasse attention à pas forcément les mettre par exemple au sèche-linge. À la machine à 40, je pense que ça passe, au sèche-linge moins. Et c'est surtout que j'ai remarqué au blocage que le rouge dégorge un peu sur le blanc, donc autant que je prenne le soin de les laver à la main en les trempant brièvement dans le calan
avant de les faire sécher à plat, plutôt que de les mettre en machine où elles risquent de vraiment dégorger. Donc ce que j'ai fait, je me suis bien amusée. Alors je vous montre ce qu'il me reste comme laine. Des 44 grammes, il me reste encore un tout petit bout, mais que je vais garder pour mettre dans des chaussettes de reste, par exemple. J'ai très envie en ce moment de faire des scrappy socks, des chaussettes de reste. C'est pas des chaussettes qui sont faites pour être belles, c'est des chaussettes qui sont amusantes à faire parce que on change de couleur au fil des tout petits restaillons. Et puis on n'a jamais de chaussettes pareilles, mais c'est amusant comme tout. Ça me dirait pas mal. Mais bon, voilà, ne partons pas dans tous les sens. Voilà des chaussettes que j'ai faites avec un reste de laine de moute, de la sock moute aussi bleue, et ce reste de rouge et blanc qui avait de grands aplats de blanc dans lesquels j'ai intercalé 6 rangs de bleu. Et donc ça donne ça. Et pour les contrastants, j'ai utilisé le même bleu. Il m'en reste encore alors que c'était déjà un reste de bleu. Quant à la jonction des rayures, je vous montre l'envers du décor. Là, je les ai sous les yeux. Et donc l'envers du décor, même si j'ai glissé la première maille du nouveau rang pour tricoter, non, j'ai pas fait comme ça. J'ai tricoté la jambe droite du rang précédent avec mon deuxième rang de couleur à chaque fois, histoire d'essayer de relever l'hélicoïdal, en fait, de le rebrancher bien sur la ligne, mais quand même on le voit. Et le truc un peu bébête, c'est que je ne vais pas pouvoir porter ces chaussettes, mais ça j'ai pas réfléchi, enfin il aurait fallu vraiment que j'y pense. Je ne vais pas pouvoir porter les deux chaussettes avec le raccord à l'intérieur parce que ça marchera jamais. Le raccord il est là et il est là. Donc que je mette des chaussettes comme ça, celui-là sera vers l'extérieur, ou comme ça, c'est celui-là qui sera vers l'extérieur, je ne vais pas pouvoir porter ces chaussettes avec le raccord à l'intérieur de mes pieds. Tant pis, c'est pas très grave. Je les aime beaucoup quand même. Et qui va aller voir qu'il y a un raccord? Au contraire, ça prouve que c'est moi qui les ai faites. Elles sont très très longues parce que je voulais absolument aller jusqu'au bout de mon fil. Et ce que j'ai fait, c'est que je crois bien que j'avais pesé mon reste et séparé en 2 pelotes de 22 grammes. Commencer par la pointe avec un Judy's Magic Custom, c'est très facile à faire, on regarde un tuto une fois et on sait le faire pour toute la vie parce que c'est archi simple, surprenamment simple même. Et puis ensuite j'ai commencé sur 60, j'ai fait 60 mailles pour ces chaussettes là, sur des aiguilles de 25, et je me suis interrompue pour faire un talon. Je suis contente parce qu'elles sont pareilles, elles sont raccord, disons, le talon arrive au même moment. Talon en Shadow Wrap Heel que j'ai appris grâce au tuto de The Earthstone Girl et qui donne un très très joli effet, que ce soit dans l'intérieur ou dans l'extérieur du talon. Et ça, j'ai regardé la vidéo de Denise, The Earthstone Girl, 2 fois peut-être, et j'ai su faire le talon en Shadow Wrap Heel sans plus jamais avoir besoin d'un tuto. Et je le remettrai en lien pour vous parce que vraiment, c'est un talon qui se fait rapidement, beaucoup plus rapidement que le talon renforcé à gousset. Il n'y a pas besoin de jongler avec la disposition des rayures. Si vous avez un autorayant ou un motif, le talon s'intégrera forcément dans votre dentelle ou dans vos rayures. Et puis ensuite, j'ai fini par les côtes, des côtes torse 1-1 avec un Jenny Surprisingly Stretchy Bind-Off, le JSSBO. Pareil, il y a eu des tutos, il y en a plein, qui permet d'avoir un bord-côte, un rabat très 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 élastique. Et donc de pouvoir passer son pied parce que souvent les rabats sont fort serrés et ça empêche le pied de passer. Alors, ces bloqueurs, moi j'avais acheté des bloqueurs en bois que j'ai par là que je vois d'ici, mais qui sont pas bien parce qu'ils accrochent, ils ont des splints, des échardes, et en plus ils sont trop épais et ils déforment la chaussette. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai coupé grâce à un... Je le redis à chaque fois et à chaque fois j'ai des questions, donc je me permets, pour celles qui sont nouvelles et au risque de radoter pour celles qui connaissent déjà la musique, c'est un patron que je découpe dans un set de table et que je trouve, c'est très facile à trouver sur internet. Vous faites template for sock blockers ou bien patron ou gabarit pour bloqueur à chaussettes et vous allez trouver aussi bien que moi à l'époque et ça fait très très bien le job.
sans déformer trop les chaussettes. Donc voilà une nouvelle paire de chaussettes pour ma boîte de bar. J'adore ce que je fais, c'est que je les plie bien comme ça, je les installe hop hop l'une à côté de l'autre comme ça, toutes belles, toutes parfaites là, toutes neuves, et je les glisse dans ma boîte de bas sans regarder, et après j'aurai le plaisir de m'offrir le nombre de chaussettes qu'il y aura dedans. Je sais même pas, je compte même pas combien j'ai de chaussettes dans ma boîte de bas. Mais d'abord, il faudra que je les prenne en photo et que je les mette sur Ravelry, parce que depuis le 1er janvier, oui madame, j'ai pris la bonne résolution d'enregistrer mes ouvrages sur Ravelry. Donc ça, c'est à faire absolument. Ensuite, quand on est parti, j'ai pris vite fait dans mon stock une pelote de laine à chaussettes que j'avais achetée à Villeneuve-sur-Lot quand j'étais allée voir Sandra, ma copine Sandra. Gros bisous Sandra si tu passes par là, je pense que tu passes par là. Et donc j'avais chopé cette pelote là de 50 grammes sans trop faire gaffe. Ça s'appelle Imprime Prune et c'est de la Bergère de France Gumi 50. J'avais juste fait gaffe à avoir de la laine à chaussettes parce que quand vous visitez une petite boutique, vous avez, enfin moi j'ai souvent quand même envie de leur prendre quelque chose. Avec une pelote de laine à chaussettes, on est toujours sûr de pouvoir s'en servir. C'est pas un engagement sur la durée d'une quantité pull, disons. Et donc c'était ce coloris-là, assez indistinct. Je ne savais pas du tout ce que ça allait donner. Une pelote de 50 grammes, on va pas bien loin avec. Hein, donc il fallait absolument que je la commence par la pointe et que j'essaye d'en tirer un maximum en avançant les deux chaussettes de manière symétrique ou plus ou moins symétrique. Et puis voilà ce que ça donne. J'ai aussi pris pour les contrastants de la Arwetta de Filcolana. Je ne me souviens plus du coloris, mais ils n'ont pas 15 000 coloris prune, lit de 20 ou 20 comme ça. Et voilà mes chaussettes en Gumi 50 coloris Imprime Prune. Alors, il me reste ça. Et c'est un peu dommage, j'aurais peut-être pu faire un peu plus, une rayure ou deux de plus sur la jambe. Mais attendez, je vous dis des bêtises en fait. J'ai pas commencé par la pointe pour celle-là. Non, j'ai commencé par le haut et j'ai fait au pif. En me disant, je vais faire une jambe d'une taille à peu près classique. Et puis on verra bien s'il me reste du fil, tant pis. Et s'il m'en reste pas, si j'en ai pas assez, je ferai une chaussette avec des rayures de gris, de prune, de reste. Enfin, je pensais m'arranger pour la pointe si jamais j'avais pas assez de fil. Et finalement, voilà, on se retrouve avec des chaussettes qui sont pas si hautes que je fais d'habitude, mais dans l'ensemble, c'est la taille de tige que font la plupart des gens. Donc, on s'en sort bien. J'ai commencé par mon German Twisted Caston ou bien un Longtail Caston classique ici. Des côtes 1-1 torse. Je crois que j'étais en Magic Loop. Et puis, ça donne ces petites rayures, pas mal. Je trouve que ça donne mieux à l'écran finalement qu'en vrai. Toujours mon Shadow Wrap Heel pour le talon. Et puis, ma taille de pied 38. Pour l'obtenir, soit je mesure 18 cm et demi avant de commencer ma pointe pour que tout ça fasse 23 cm et demi, puisque la pointe fait 5 à peu près. Soit je l'essaye. Là, je l'ai essayé. Toujours les petits bloqueurs en set de table de chez Ikea. Des bloqueurs à chaussettes, ma foi, fort efficaces, fort sympathiques. On peut en avoir 4 ou 5 pour pouvoir faire une lessive de chaussettes et tout bloquer à la fois. Moi, j'aime bien rebloquer mes chaussettes en fin de saison quand je fais une machine de chaussettes. C'est ce que je vais faire là ce printemps parce que je ne vais plus les porter d'ici l'automne prochain. Donc je vais tout mettre à la machine, tout rebloquer un pec et refaire un peu ma boîte à chaussettes avec éventuellement l'élimination des chaussettes que j'ai tellement portées qu'elles n'ont plus d'allure. Surtout que je peux y aller, hein, des chaussettes neuves, il m'en attend dans ma boîte de bas de 2025 et je constitue ma boîte de bas de 2026 déjà. Donc je peux y aller et je peux me permettre d'avoir des chaussettes toujours impeccables. Toutes celles qui ont des fils qui se barrent, des usures prématurées ou trop d'usures, des petits trous ou bien trop de bouloches, je les bazarde. Elles ont été portées, elles ont été aimées très fort. Elles ont vécu leur belle vie de chaussettes, on peut leur dire adieu. Donc ça c'est pareil, il faut que je les mette sur Ravelry avant de les glisser subrepticement dans ma boîte de bas. On a des chaussettes là bien différentes, mais on est beaucoup dans la région en ce moment.
Encore un petit reste pour mes Scrappy Socks à venir. J'ai très envie de commencer une paire de Scrappy Socks, tiens. Voilà pour les chaussettes. On passe au Sophie Sweater ici présent. Tout qui est tout beau et terminé. Alors, il est lavé, bloqué, fil rentré. Il manque juste la petite étiquette Tricolibri que je n'ai pas encore mise parce que je veux vous parler d'abord de la construction et que je compte cacher ça par une étiquette Tricolibri justement. Alors, c'est un patron de Susan Müller, je ne sais pas très bien comment on prononce, j'espère ne pas trop déformer son nom, qui s'appelle aussi Paula Strick de son nom de scène. Elle est patroniste, donc tricot, et alors elle est très très douée, ses explications sont géniales. Ça change un peu de l'écriture de Petite Nit, de l'écriture de ce que je connais comme patron comme Knitting for Olive. Oui, il y a Knitting for Olive, j'aime pas l'écriture de Pernille Larsen, mais My Favorite Things Knitwear, Ozeta, Kadri, tout ça, tout ce qu'on connaît, ça change un peu, c'est plus... comment dire? L'écriture de Susan Müller est plus pédagogique, je dirais. D'abord, il y a des photos dans le modèle, ce qui fait que dans les passages difficiles, vous ne pouvez pas ne pas comprendre ce qu'elle raconte. C'est archi bien expliqué. En particulier, pour le début ici, le pull, vous le commencez ici. Donc, c'est un pull, hein, c'est pas un gilet. Il n'y a pas de bouton et il n'y a pas de ruban. Le croisement se fait grâce à un jeu de tricot qu'on fait ensemble. Mais pour commencer, c'est ici que ça se passe. On commence par le dos de l'encolure. Et vous voyez, c'est aussi à cet endroit-là qu'on fait une première petite plaque, une plaquette là, de tricot en côte. C'est des côtes, on dirait du tricot double, mais c'est vraiment des côtes. Elles se disposent très très bien, je trouve, ces côtes. Donc on commence par une petite plaquette ici, et puis ensuite on relève des mailles pour faire l'autre côté, et une fois qu'on a ce bandeau là, on se met à travailler là, ce haut de dos. Alors, oh, c'est dommage, j'ai des plis alors que je l'avais tout bien bloqué pour vous. On commence à faire ce haut de dos, on ne se rend même pas compte qu'il va y avoir cette petite tresse, ce détail magnifique et impeccable. On ne se rend pas compte en fait, on tricote le haut de dos comme indiqué pour arriver jusqu'au niveau du bas des emmanchures. Avec dans les indications ces augmentations qui sont très très bien expliquées, tout ça, ça se passe très très bien. Et puis ensuite, elle vous fait relever des mailles là, et c'est là que vous voyez apparaître, comme par magie, cette petite tresse. Mais moi, j'avais même pas saisi que j'étais en train de la faire, elle était dans mon montage. C'est en ça que je vous dis que l'écriture de Susan Müller est assez magique. Alors ici, vous voyez, j'ai de la chance, ça s'est bien goupillé pour que ma tresse elle suive mon premier rang ou mon dernier rang de bord-côte. Et là, ça se passe pas tout à fait aussi bien, mais c'est vraiment pour chipoter, hein, parce qu'en fait, c'est un pur hasard. La façon de monter ce côté-là fait peut-être qu'on ne pourrait pas de toute façon avoir la jonction avec la tresse. Mais de toute façon, je trouve que c'est impec, il n'y a rien à dire. Donc ensuite, au niveau de la construction, ça se passe très classiquement puisque vous allez avoir à forger tout ce haut d'épaule droite, tout ce haut d'épaule gauche, avec des augmentations et en suivant toujours, en faisant suivre toujours le bord-côte avec cette finition magnifique. C'est pas un high cord, mais ces mailles sont plus ou moins glissées. Alors, faut faire attention à ce qu'on fait quand même parce que c'est curieux. La façon dont elle vous fait faire ce bord-côte, là, vraiment, c'est assez curieux. Les mailles sont glissées d'une manière que je n'ai pas l'habitude de faire. Ensuite, on a ce jeu d'augmentation qui est très bien réparti pour pouvoir faire ce croisement qui se passe à l'intérieur comme à l'extérieur. Hein. Alors, je vous montre. Voilà, à l'intérieur. À l'extérieur. Là, il y a intérêt à mettre des marqueurs au fil de ces augmentations parce qu'il faut les compter et que si on veut les voir et pouvoir bien les compter, les marqueurs, c'est ce qu'il y a de mieux, je trouve. Ensuite, on rattache ensemble à cet endroit-là les deux triangles qu'on a formés. Tout ça, c'est attaché ensemble en tricotant, zéro couture, zéro couture. On fait son bord-côte en changeant de taille d'aiguille.
tac, tac, tac. Et alors, la particularité, c'est qu'on a un rabat tubulaire, pardon, mais au lieu d'avoir 4 rangs, non, au lieu d'avoir 2 rangs de préparation en maille glissée, il y en a 4, vous les voyez. Ensuite, on relève les mailles pour les manches. Moi, j'avais peur que mes manches soient un peu fitées. Et donc, j'ai changé de taille d'aiguille. Au lieu de prendre l'aiguille 4 que j'avais pour le corps, j'ai pris du 4,5. Aussi pour compenser le fait que je tricote souvent quand je suis en petit circulaire de 40 cm ou même plus un cercle plus petit. Je tricote plus serré. Et donc, j'ai pris des aiguilles de 4,5. On voit un peu la différence de tension, mais c'était pour être sûr que les manches n'allaient pas être beaucoup trop serrées autour de mon bras. Il n'y a pas de diminution sur les manches, donc vous les tricotez. Là, c'est typiquement, on les tricote en faisant autre chose, hein, parce qu'on a eu un problème de ferry. On est monté sur le ferry alors qu'il n'allait pas partir en Corse. On était à Livourne après avoir visité Lucca et Pise. Je vous mettrai des photos. Et quand on a pris le ferry, il y avait des grèves des marins pêcheurs corses qui bloquaient les ports d'arrivée en Corse. Et donc, on est resté 2 jours sur le ferry, 2 jours et 1 nuit, à rien faire, à attendre que le ferry parte. Et donc, c'était là que je me suis mise en mode automatique, tricot automatique, pour tricoter mes manches. Et ça m'était égal que ça prenne beaucoup de temps. C'était parfaitement le moment pour faire ça. 0 donc diminution. Avant de commencer le bord-côte des manches, on change de taille d'aiguille. On fait encore des côtes 1-1. Moi, j'ai fait toujours mon combination knitting. Ici en bas aussi, combination knitting. Ça donne des côtes bien redressées. Et puis, c'est 4 rangs de préparation avant de faire mon rabat tubulaire. J'ai fait donc la taille 4 pour celui-là. Normalement, elle préconise un fil plus épais, 2 fils de mohair et un fil de fingering ou l'inverse. Enfin bref, moi j'ai fait qu'avec un fil de chaque. Et donc j'ai pris des aiguilles 4 alors qu'elle propose le modèle en aiguille 4,5. Et c'est pour ça que j'ai fait la taille M plutôt que la taille qui aurait été la mienne selon mes mensurations, qui aurait peut-être plutôt été la taille S. Mais je regrette pas d'avoir surtaillé parce qu'il me va pas mal. Il est même peut-être un peu petit. Vous allez voir ça, je vais vous l'essayer. Pour finir tout ce pull, j'ai eu besoin de 4 pelotes de chaque, c'est tout. Moi qui disais, oh là là, je ne sais pas si je vais avoir assez de mohair parce que j'avais acheté que 5 pelotes de mohair et 6 de fingering, pensant que l'un avait plus de métrage que l'autre. Enfin, je pensais qu'il allait avoir plus de métrage sur le mohair que sur le fingering comme d'habitude. Eh bien non, chez Knitting for Lids, c'est l'inverse. Le mérino a plus de métrage que le mohair. Et donc, il m'en restait, parce que je vous montrerai au prochain podcast que j'en ai fait, tout ça. Donc, je vous mets la photo ici de tous mes restes. Ça consomme pas beaucoup de fil, hein. C'est vraiment un petit budget, donc c'est archi faisable puisque j'ai utilisé 3,5 pelotes exactement de mérino. Il en faut donc 4 hein, si vous voulez pas jouer trop à Yarn Chicken. Et 4 pelotes de soft silk mohair. 4 et 4. Pam. Allez, je vous l'essaye tout de suite. Et voilà le Sophie Sweater de... Je vérifie que la taille des manches et tout. Le Sophie Sweater de Paula Strict. Donc, je l'essaye pour la première fois. Et les manches, comme elle le disait, se sont vachement rallongées. Avant blocage, elles m'arrivaient là. Après blocage, elles sont à la bonne taille. Je voulais pas avoir des manches trop longues. Je voulais pas avoir trop de matière sur les poignets. Et on voit bien que j'ai bronzé que du visage. J'ai pas encore bronzé de tout là. C'est tout blanc. C'est pas grave, on est entre nous. Et puis, hop, je viens de défaire le nœud de ma jupe. Alors... voilà ce que ça donne. Hop. Ça se pose. Alors, je vais essayer de faire en sorte qu'on voit ma bouche pendant que je vous parle. Ça se pose assez bien sur le corps. J'avais peur, ce qui est un bien grand mot, j'avais peur que ça soit difficile, surtout au niveau du décolleté. J'avais peur que ça... Oh, il faut qu'on voit ma bouche. J'avais peur que ce décolleté baille et qu'il soit difficile à porter, mais en fait, je trouve que ça va. Alors, il faut peut-être que je le pose. Voilà.
faut le poser un petit peu vers l'arrière pour que les épaules déportées soient vraiment déportées. Ça donne ça. Bon, je trouve que c'est pas mal. Je trouve que la couleur est bien. Je trouve que le décolleté avec cette absence de bronzage là, c'est bon. Si, ça va, c'est bien. C'est bien. Ouais, on peut se pencher sans que tout dégorge là, sans montrer trop son décolleté, c'est bien. La taille des manches, c'est bien. Je pense que j'ai vraiment bien fait de prendre une taille d'aiguille supplémentaire pour faire mes manches. De toute façon, c'est quelque chose que j'ai tendance à faire souvent, de prendre une taille d'aiguille supplémentaire parce que je trouve que vraiment, comme je vous disais tout à l'heure, ma tension dans les mini circulaires, elle a tendance à être beaucoup plus resserrée. Donc si je veux avoir le même échantillon, mais je fais ça vite fait, hein, au lieu de prendre du 4, j'ai pris du 4,5 et basta. Hein. Voilà. Non, c'est bien. C'est bien. Ouais, c'est chouette. Ouais, il est bien, je suis contente. Ça se pose bien. Alors, je dois vous dire quand même que j'ai trouvé qu'il y avait tout un moment qui était assez interminable. Et oui, parce que comme en fait... Attends, je vous rapproche. Il y a tout un moment qui est assez interminable parce que toute cette partie-là, c'est des augmentations de chaque côté. Et donc, on a quand même beaucoup de matière là, tout autour de là. Il y a plus de matière que sur un gilet classique qui aurait deux pans comme ça. Et basta, là, vous avez à rajouter tous ces triangles de matière ici et de l'autre côté sur les deux pans. Oh, j'ai trop chaud. J'ai trop chaud, je vais l'enlever. Il y a tout un moment où on doit avoir, je sais pas, peut-être 600 mailles sur le j'ai pas regardé, je veux pas vous dire de bêtises, mais c'est énorme. Tout ça, plus tout ça, plus tout ça. Il y a tout un moment où on a énormément de mailles sur ces aiguilles, on n'en voit pas la fin. Et donc c'est ça qu'il faut gérer. Parce que comme on a tendance à en avoir un peu marre, parce qu'il y a beaucoup de mailles en aller-retour, bah oui, parce que ça se tricote en aller-retour, hein, tout le principe c'est plus un gilet qu'un pull, hein, jusqu'à rejoindre en rond pour les côtes du bas, vous êtes en aller-retour. Et donc il y a un moment avec toutes ces mailles, un rang vert, un rang droit, on n'en voit pas la fin, où on aurait tendance à vouloir dire stop, j'arrête, je fais mes côtes. Attention, parce que s'il est trop court, ça n'ira pas. Il faut vraiment aller jusqu'au bout du process. On y va, on va jusqu'au bout. S'il est trop court, ça va pas. Je suis plus au frais, c'est beaucoup plus agréable. Mon ranunculus, c'est un très vieux ranunculus que j'avais fabriqué avec un fil que m'avait teint, un fil de laine, Sandy, et je le porte beaucoup. Et j'aimerais me refaire un ranunculus pour cette saison, on en reparlera. Voilà pour le Sophie Sweater de Susan Muller, qui est magnifique, qui est terminé et que je ne pense pas porter dans les semaines qui viennent parce que là, ça y est, la chaleur est arrivée. On aura plus du 25-26 dans les après-midi que du 14 qu'on avait jusque là. Et donc, je vais certainement pas beaucoup le porter. Mais c'est pas grave, il sera fait pour les soirées plus fraîches ou les journées d'automne quand elles arriveront. On pense déjà à l'automne alors qu'on n'est même pas encore au printemps. Mais bref, je voulais vous montrer encore un ouvrage terminé qui est mon Jaunty de Andrea Mori et qui est ce très joli châle écharpe à la Sophie Scarf. Mais moi, les Sophie Scarf, j'en ai quand même tricoté pas mal et j'en ai un peu marre. Je cherche des patrons qui auraient le même genre de construction, ou pas d'ailleurs, hein, qui peuvent se commencer par la pointe ou autre, mais qui ne soient pas réellement des grands châles triangulaires, plus des écharpes évolutives. Donc c'est ce qu'on a là, avec ce Jaunty qui est terminé, lavé, bloqué, et tout prêt à être porté, peut-être pas encore tout de suite, puisque même chose, il commence à faire chaud. Mais le voilà, et je l'ai tricoté que dans mes restes avec
un fil du cône de la 3 fils de Yak et Merino de chez l'atelier Pure Laine Frédéric Turgot dans le Perche, et il m'en reste encore, alors que j'ai aussi fait quelque chose d'autre avec, et il m'en reste encore. Je vais vous raconter tout ça, mais le voilà terminé. Donc pourquoi je dis que c'est à la Sophie Scarf, c'est que vous pouvez utiliser la moitié ou un peu moins de la moitié, 45% du fil dont vous disposez pour faire le premier pan avec ses augmentations, tout en demi-côte anglaise, oui, demi-côte anglaise, half fisherman's rib. Et puis quand vous arrivez à 45% du poids de votre fil ou de vos fils, puisque moi j'ai utilisé 2 fils ensemble, j'avais des restes aussi de halva, de fil Colana, donc j'ai voulu utiliser toute ma halva, et quand je suis arrivée au bout, hop, ou un peu avant le bout, hop, j'ai commencé mes diminutions, et l'i-cord est intégré, et je suis arrivée au bout, et j'ai quand même quelque chose qui s'est beaucoup étiré au blocage. Donc si votre truc il a l'air un peu petit une fois terminé, comptez sur le blocage pour le rendre beaucoup plus long, il va beaucoup s'allonger, et ça permet de faire 1-2 fois le tour, et il est très unisexe. Je sais qu'il y a eu des moments où on a eu froid dans notre petit périple en Ligurie, Toscane et Corse. Il faisait parfois froid le soir, et les garçons, Guillaume ou Edgar, ont pu le porter. Il n'était pas bloqué, mais il s'est énormément adouci au blocage. Mais il n'est pas du tout pour eux, lui. Il est pour moi, et je vais le porter tout le temps. J'adore. J'adore sa construction, j'adore ses finitions, j'aime énormément la texture et le tissu qui sont très squishy, comme on dit en français, rebondis, qui sont très rebondis comme ça autour du cou. Ça fait pas comme ces châles en fingering avec un seul fil qui s'écrase à l'intérieur de lui-même et dont on ne voit plus ni la couleur ni la texture. Là, ça tient, c'est une matière qui est rebondie, quoi, elle tient. Et ça se met très bien tout seul, j'adore, j'adore. J'en ai commencé un deuxième dont je vous parle au prochain épisode. Donc là, je ne l'ai pas pesé, je ne sais pas combien il pèse, mais je pourrais vous le dire. Si je le pesais, je vais aller le peser. Bon, il pèse 188 grammes, mais il ne tenait pas en entier sur ma petite balance de précision, donc disons 200 grammes. Il pèse 200 grammes. Donc si par exemple vous avez 2 pelotes de 100 grammes ou un fil de fingering et un fil de mohair, un écheveau de chaque, vous pouvez très bien utiliser ça. Enfin, c'est idéal pour utiliser une pelote et demie ou un écheveau tout seul avec lequel vous pouvez rajouter un fil pour donner un petit peu plus de densité. Ou si vous avez par exemple, je vais vous montrer. Typiquement, par exemple, j'ai des pelotes de Rowan Kid classique que j'avais acheté pour faire un châle à rayures. Et puis, avec ces 2 couleurs. Et puis, j'y arrivais pas, je trouvais que c'était pas très heureux, donc j'ai tout rembobiné, donc elles ont pas d'allure. Mais ça, typiquement, c'est dans mes étagères et il faut que je les vide, mes étagères. Et ben, je peux faire un jaunty comme ça, canonissime pour l'été. Et un jaunty comme ça. Donc celle-ci, je vais vraiment pouvoir les rentabiliser. Je tricote jusqu'à à peu près environ 45% de ma première pelote. Je fais mon demi-tour, comme pour la Sophie Scarf. Et puis hop, j'attaque ma descente avec des diminutions. Et hop, et alors ça, pour faire des cadeaux, c'est génial. Il y a moyen de se tromper hein, dans le point là. Il y a moyen de se tromper parce que il y a un rang où on tricote, voyons voir. Il y a un rang en maille glissée et un rang en maille endroit. Et comme on n'arrive pas bien à lire son tricot, puisqu'ils sont quand même assez similaires l'endroit et l'envers, c'est vite fait. Moi, je me suis souvent trompée. Donc, je conseille, si vous le faites, que vous êtes débutant, je vous conseille de mettre quand même un fil de survie de temps en temps. Là, par exemple, je vois bien, on le voit plus à la caméra, mais je vois bien que j'ai une petite nouille dans le potage hein, quand même. Il y a un endroit où on voit par là, surtout avec la lumière, qu'il y a un couac. Il y a un couac. Mais bon, ça se voit pas tellement que ça. Et puis, super sympa. C'est typiquement les couleurs que j'adore parce qu'elles vont... Ça va avec tout. Et puis, c'est vraiment quelque chose que je voudrais continuer à faire pour utiliser ces petites doubles pelotes que j'ai à droite à gauche et commencer à faire mes cadeaux de Noël. Je trouve que c'est super. Le jaunty. J'ai utilisé des aiguilles de 4 mm, mais avec ce patron, vous pouvez utiliser à peu près
toutes les sortes de fils. Vous pouvez tout faire en mohair par exemple et en utilisant une aiguille de 3 ou 3,5. Vous pouvez faire en fil fingering, vous pouvez faire en déca, en worsted. Enfin vraiment, il y a ça, je pense que c'est même une catégorie hareng. Mon fil, il était très épais. J'ai utilisé des aiguilles 4 mm pour avoir une densité une tension, un échantillon très dense. Je trouve que c'est mieux pour qu'il tienne bien autour du cou d'avoir un échantillon plus dense que plus loose. Il faut pas voir à travers, je trouve que c'est important. Vous pouvez le commencer avec une taille d'aiguille qui vous semble correcte et regardez si on voit à travers. Si on voit à travers, il faut descendre de taille d'aiguille. Pour ce fil là qui contient un mohair intégré là, je pense que je vais utiliser typiquement une aiguille de 3,25 peut-être. 3,25 ça sera très bien. Donc ça c'est à voir au prochain épisode. Et puis vous pouvez aussi utiliser des fils variés. Vous pouvez utiliser un fil qui change de couleur progressivement, ça peut être sympa. Vraiment, il est très versatile et il vaut le coup. Je sais plus combien je l'avais payé, j'ai dû le marquer quelque part. 8,74 € le patron. Hyper bien. Alors là, ça sera très rentabilisé, je pense. Ce que je voulais vous dire, et je l'ai noté, en fait, je regarde mes notes là dans mon fameux petit carnet magnifique, le carnet d'Amélie. Il n'est pas évident de suivre le rythme des augmentations-diminutions. Même si c'est plus visible que sur la Sophie Scarf où les augmentations et les diminutions sont très intégrées au tissu. Ici, c'est un petit peu plus visible, mais tout de même, je trouve que c'est pas facile au début de lire son tricot. On voit pas bien où est-ce qu'on a augmenté, où est-ce qu'on a diminué pour se dire « Ah, ça y est, j'ai atteint le moment où il faut que je refasse une augmentation ou une diminution. » Si vous débutez en tricot et que vous voulez vous lancer là-dedans, c'est archi faisable. Seulement, vous allez devoir bien compter au début vos augmentations, puis vos diminutions pour en suivre le rythme. Et c'est pas difficile, vous pouvez utiliser ça. Par exemple, c'est génial. Au départ, c'est censé être un anti-stress ou un jeu pour enfants. Si vous faites sur les moteurs de recherche boulier en silicone ou marqueur comptage en silicone ou ce genre de truc, vous allez trouver facilement. C'est le genre de truc qu'il faut avoir. Alors celui-là est un peu grand. Je vois pas l'intérêt d'en avoir un si grand. Il est plus chiant à transporter qu'autre chose. Mais vous pouvez en prendre un plus petit. Et donc à chaque fois que je finis un rang, clac, j'appuie sur le 1, 2, 3, etc. Et à la fin, je retourne et je me dis, ça c'est le 1, c'est le 2. Et donc j'ai pas à repousser mes bubules là à chaque fois. C'est très pratique. C'était Christine qui avait ça au tricoté une fois et j'avais tout de suite commandé le truc. Si vous avez des enfants ou même des adultes qui ont des compulsions, ils vont toucher à votre truc et il va devenir tout à fait pas fiable parce que c'est le grand jeu d'appuyer sur les... C'est fait pour, hein, d'appuyer sur les boutons et de vous perdre dans vos comptages. Ça peut arriver. Et donc, ça et ça va très bien ensemble. Voilà, allez, on va continuer. J'essaye de cavaler un petit peu parce que je me rends compte que je suis déjà à 39 minutes alors que j'ai déjà une première partie fort longue. Mais je sais que vous aimez bien quand c'est long, donc je peux continuer. À la suite de ce Jaunty, il me restait donc encore un bon paquet de mon cake, de ce Yak et Merino. Et je vous montre ici une photo. Quand on est en van, on prend notre café dans les cafetières à pression, les French Press. C'est vachement pratique, hein, c'est super, sauf que quand il fait froid, comme il faisait souvent très frais le matin et le soir, le café se refroidit très très vite. Donc on n'a pas le temps de le siroter, qu'il est déjà tout froid. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on l'entoure avec un torchon, pour qu'il garde un peu sa chaleur. Et ce torchon, bon, tu admets que quand tu tricotes, tu peux très bien tricoter un vrai pull pour ta cafetière. Et donc, me voilà partie à chercher des patrons sur Ravelry pendant le road trip, hein, pour lui faire un petit pull avec ses restes. Et puis, j'ai trouvé le Rundetorn Dinge Sanderholt, qui a ces jolies torsades, je vous montre le modèle ici. Et puis, me voilà partie à essayer de tricoter un pull à torsade pour ma French Press. Impossible de suivre le rythme des torsades. J'ai essayé une première fois, j'ai défait, j'ai recommencé, il y a des erreurs dans le patron, je voulais un patron gratuit, oui forcément on est radine. Et puis finalement, j'ai tout défait et je me suis dit, allez, je fais à ma sauce, je me fais confiance. J'ai monté 64 mailles de ce fil en double parce que je voulais que le pull soit très très chaud pour ma cafetière, hein. Donc j'ai pris le fil de l'intérieur et le fil de l'extérieur de mon cake
pour avoir un fil double. J'ai utilisé des aiguilles de 3,5 en faisant un montage en German Twisted Cast On pour pouvoir enfiler le pull et que le montage soit bien élastique. Et puis des côtes 3,1 sur toute la première partie du bas de la cafetière. Ensuite, j'ai fait un dessin. Ensuite, donc sur toute cette première partie, j'ai monté un certain nombre de rangs, je sais plus, pour que ça tienne sur la cafetière. J'ai essayé le pull de cafetière au fur et à mesure. Ensuite, quand je suis arrivée au moment de la poignée ici, je me suis interrompue pour faire des allers-retours avec des rangs raccourcis sur tout ce côté qui doit rester ouvert pour pouvoir enfiler le pull autour du manche de la cafetière. Ensuite, j'ai arrêté mes rangs raccourcis et quand j'en suis arrivée là, j'ai continué sur 2,5 cm avant de faire un Judy's Surprisingly Stretchy Bind-Off pour pouvoir, pareil, enfiler sans que le bind-off soit trop raide. Et alors, je l'ai fait en une demi-journée, très très bien. Et puis, on l'a essayé à notre cafetière, on l'a utilisé 1 ou 2 fois sur 2 matinées. C'était pas mal, mais c'était un peu grand pour elle. Hein. Elle avait de l'aisance positive, ma cafetière. Hein. Et puis, on s'est dit, bon, c'est pas grave, on mettra un élastique sur le haut. Bref, on s'en est servi. Et là, pam, dernière journée, on dormait dans les oliviers, sur une plantation d'oliviers, et plus de gaz. Ça devait arriver. Plus de gaz dans la cuisine du camion. Et donc, on avait des voisins dans le fond avec 3 petits-enfants. Moi, je suis allée les voir et je leur ai dit, excusez-moi, est-ce que vous pourriez nous faire bouillir de l'eau chaude? Adorable. Ils nous ont fait bouillir de l'eau chaude. À l'occasion, le gars m'a dit, mais t'as quoi comme cafetière? T'as une Fresh Press là, comme nous? Alors j'ai dit, bah oui, la même chose que vous. Et pour finir, ils ont été tellement gentils de nous dépanner en eau chaude que je leur ai offert le pull à cafetière qui allait beaucoup mieux à la leur, puisque eux, ils avaient une 1 litre, alors que nous, on a une, peut-être, je sais pas, peut-être 50 centilitres, je sais pas combien elle fait la nôtre. Elle est pour les 7 tasses, eux, ils ont pour les 10 tasses, je dirais. Et donc, j'ai pas pris de photo. J'ai une photo de celle que de ce que ça donnait sur ma cafetière, mais j'ai pas osé demander à prendre une photo sur la leur, celle d'1 litre, et un montage de 64 mailles en côte 3,1, ça va très bien pour une cafetière d'1 litre. Je monterai pour la suivante, puisque je vais refaire une pour notre cafetière. Je pense que je vais monter l'équivalent de 8 mailles de moins, donc je vais monter 64 moins 8, 56 mailles. Donc il faut que je le fasse. Il faut que je le fasse parce que la van life reprend avec le printemps et qu'on aime bien le café chaud. Voilà, dernière chose, j'ai mon calendrier de non-achat de laine là et on s'y tient. Hein, puisque tout ce qui est en violet, c'est des jours où je n'ai pas acheté de laine. Tout ce qui est en orange, c'est un achat de fil, mais souvent c'était un fil complémentaire, genre du mohair, pour pouvoir utiliser mes restes. J'en ai acheté que 2 fois depuis le début de l'année. Et ce qui est en jaune, c'est de la laine qui m'a été offerte par la marque Majogarn en l'occurrence, mais que je n'ai pas acheté. Donc on tient le cap, c'est super bien. Surtout que ce calendrier est posé dans mon stash. Et donc, on voit bien que non, je n'ai pas besoin d'acheter de laine. J'ai un petit magasin perso, il faut que je m'en serve et c'est un challenge qui ne me frustre pas du tout. Je suis très très contente de faire comme ça en ce moment. Et ça nous amène à la question que je voudrais vous poser, parce que ça m'a vraiment plu de savoir combien d'heures vous tricotiez par jour au précédent épisode. Cette fois-ci, ce que j'aimerais beaucoup savoir, excusez-moi de rentrer dans votre intimité comme ça, mais c'est tout le but de nos échanges. J'aimerais beaucoup savoir quelle est votre relation à l'achat de laine. La question que je me pose, c'est quel est votre rapport à l'achat de fil et de pelote? Est-ce que ça vous procure un plaisir? Est-ce que quand vous achetez de la laine, c'est forcément de manière utilitaire ou est-ce que c'est quelque chose qui remplit aussi une satisfaction autre que l'utilitaire? Et ce que j'aimerais beaucoup savoir aussi, c'est quel est le budget que vous vous autorisez ou que vous allouez à votre loisir tricot. Comment vous gérez ça, vous? Est-ce que vous avez un budget ou pas? Est-ce que sans avoir de budget, vous vous rendez bien compte que vous dépensez plus ou moins tant par mois? J'aimerais beaucoup qu'on rentre dans cet échange-là. C'est vrai qu'en France, on a
plus de mal à parler d'argent. Je vois pas le problème en fait. Si vous avez un budget laine, pourquoi ne pas en parler? Si vous n'en avez pas, pourquoi ne pas en parler? Si vous avez un jour calculé combien vous utilisiez de sous par mois pour ce hobby que nous avons en commun, j'aimerais beaucoup le connaître. Je pense pas que ce soit indécent. Soyons honnêtes envers nous-mêmes, envers les autres, en déclarant... Ne soyons pas dans le tabou ou le jugement. J'aimerais beaucoup savoir comment ça se passe, vous, de votre côté, sur la consommation autour du fil. C'est une vraie question et c'est une question très riche. Je pense que je vais avoir des réponses toutes différentes les unes des autres et c'est ce qui m'intéresse, c'est de savoir un peu. J'aimerais beaucoup savoir. Sur ce, bah écoutez, merci d'être là toujours encore et fidèle au poste. J'ai vu qu'on pouvait booster les vidéos des gens qu'on aime bien. Si ça vous dit, ben booster cette vidéo, ça me fera très plaisir. Sur ce, je vous dis à bientôt. Portez-vous bien. À bientôt sur Tricolibri. Bye.